Bon, donc je suis professeur d'astronomie à l'Université de Virginie. Je suis à la confluence de trois cultures, donc je suis vietnamien d'origine, mais j'ai fait l'école française depuis l'école maternelle jusqu'au bac, donc de culture française. J'aime beaucoup la langue française, j'écris d'ailleurs en langue française. Et puis toute mon éducation universitaire a été aux États-Unis et donc maintenant, je suis professeur à l'Université de Virginie où j'enseigne et je fais de la recherche. Au tout début, bon, je suis bouddhiste. Étant vietnamien d'origine, je suis de tradition bouddhiste. Mais c'était plutôt une pratique. Et j'ai vraiment approfondi la philosophie bouddhiste après ma rencontre avec Mathieu Ricard, qui était scientifique comme moi, mais qui a donc quitté la science pour devenir moine bouddhiste. Donc c'était un grand bonheur donc, de comparer donc, les visions du réel entre le bouddhisme et la vision du réel du scientifique. Et à mon grand bonheur, j'ai vu beaucoup de convergences. Et donc, je vais utiliser les trois principes fondamentaux du bouddhisme pour illustrer cela. Par exemple, un des principes fondamentaux du bouddhisme est ce qu'on appelle l'interdépendance, c'est-à-dire chaque chose est liée à d'autres choses. On ne peut jamais parler d'un objet en isolation. Et par exemple, si vous voyez une table, vous devez penser au bûcheron qui a coupé l'arbre pour faire le bois de la table, le boulanger qui a nourri le bûcheron, l'arbre qui a fourni le bois, le sol et la pluie qui ont nourri l'arbre. Enfin, tout est une chaîne d'interdépendance, tout est relié. Rien ne peut exister intrinsèquement par lui-même. Et la science moderne, bien sûr, a précisé cela. Il y a d'abord l'interdépendance entre tous les êtres humains parce que nous partageons tous la même généalogie cosmique, nous sommes tous les poussières d'étoiles, nous sommes les frères des bêtes sauvages et les cousins des coquelicots des champs. Et, j'ai vu aussi le concept de l'impermanence qui est un principe aussi fondamental en bouddhisme, que la science a précisé aussi. Par exemple, ça veut dire que tout bouge, tout change, tout évolue. Rien ne peut être statique. Et donc, par exemple, en cosmologie, l'univers a acquis une histoire. Il est né dans un Big Bang. Il a un passé, un présent, un futur. Et tout son contenu aussi évolue. Vous voyez, les étoiles naissent, vivent leur vie, meurent, passent sur des échelles de 100 ans comme une vie humaine, mais sur des échelles de millions d'années, voire de milliards d'années. Et puis, bon, il y a le concept de vacuité. Vacuité, c'est qui est d'ailleurs une conséquence du principe de l'interdépendance, c'est-à-dire que les choses sont vides en elles-mêmes. Et la physique retrouve ça dans la mécanique quantique parce que, vous savez, les particules et de matière et de lumière, les particules de matière sont à la fois ondes et particules. Donc si on ne l'observe pas, elle est onde, si on l'observe, elle devient particule. Alors quelque chose qui est à la fois onde et particule, qu'est-ce qu'elle est? En fait, elle n'a pas de nature intrinsèque, mais ça dépend du regard de l'observateur, donc l'observateur modifie le réel. Donc moi je pense que ça c'est une illustration parfaite de la vacuité. Donc vous voyez, il y a beaucoup de recoupement entre le réel vu par le bouddhisme et le réel vu par la science moderne. Heureusement d'ailleurs, parce que moi je pense que ce sont tous les deux des systèmes de pensée rigoureux, et s'ils prétendent décrire la même chose, ils doivent se recouper. Parce que s'ils ne se recoupent pas du tout, soit l'un est faux, soit tous les deux sont faux. Donc c'est un bonheur de voir que tout est cohérent intellectuellement. C'est pendant la rédaction de mon premier ouvrage, La Mélodie secrète, que je me suis amené à me questionner philosophiquement sur le sens des découvertes scientifiques. Et donc, à ce moment-là, parce que j'ai défendu ce qu'on appelle le principe
anthropique, c'est-à-dire du grec anthropos, qui veut dire homme. C'est-à-dire que l'univers semble avoir été réglé de façon extrêmement précise pour l'émergence de la vie et de la conscience de la vie. D'abord parce que la vie est composée d'atomes faits dans les étoiles, comme je l'ai expliqué, parce que nous sommes tous des poussières d'étoiles. Et on s'est aperçu que l'univers a été réglé de façon extrêmement fine dans ses conditions initiales et dans ce qu'on appelle les constantes physiques, c'est-à-dire des nombres dans la nature, pour que les étoiles naissent, fassent leur alchimie nucléaire et donc pour que la vie et la conscience soient possibles. Et on s'est aperçu que, par exemple, pour la densité initiale de l'univers, qu'on devait avoir réglé cela à la 60e décimale près. C'est-à-dire, si vous avez un chiffre de 60, un nombre de 60 chiffres après la décimale, si vous changez la 60e décimale, tout bascule. Si vous diminuez par exemple un peu la densité, il n'y aura pas assez de densité pour que l'univers forme les étoiles. Et donc, il n'y aura pas de vie et de conscience. Donc, ce réglage très précis, on peut l'attribuer. Donc, le choix métaphysique est entre ce qu'on appelle le hasard ou la nécessité. Alors, si on postule que c'est complètement du hasard que nous sommes là, il faut postuler une infinité d'univers parallèles, c'est-à-dire au moins 10 puissance 60 univers parallèles. Mais si on le postule à un seul univers, il faut postuler un principe créateur, quelque chose qui a réglé cela dès le début. Alors, moi, je rejette le hasard. Pour moi, c'est difficile de croire que cet ordre, cette harmonie, cette beauté que je vois dans le monde, et que notre existence ici n'est due que le résultat du pur hasard. Donc, je parie sur un seul univers et donc un principe créateur. Alors, attention, ce principe créateur, je ne le conçois pas comme un dieu barbu qui s'occupe de la destinée des hommes, etc. Mais dans la manifestation même des lois physiques qui règlent la nature, il lui donne justement cette beauté, cette harmonie.